Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de deck One Piece. Je vais vous présenter le deck Shanks, qui est pour moi un deck à la fois très fort, relativement simple à jouer, et pas super cher. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu ce leader assez différent des leaders rouges habituels, on se retrouve juste après le générique. Alors déjà, le deck en quelques mots. C'est un deck défensif. Il va être très passif en early game, il va beaucoup compter sur ses counters et certains événements pour survivre, et aussi sur son effet de leader d'ailleurs. Et c'est en late game qu'il va vraiment être explosif et très violent pour l'adversaire. Donc typiquement, c'est l'opposé de ce à quoi on a l'habitude en rouge, qui va plutôt être un deck un peu aggro, qui va aller très vite, qui va remplir le board. Non, là vous voulez vraiment prendre votre temps et jouer des gros trucs sur la fin. Vraiment, vous allez bloquer le plus possible en début de partie pour éviter de perdre trop de points de vie et justement de affaiblir l'adversaire en début de game pour éviter qu'ils vous mettent des trop grosses claques en fin de game pour vous mettre des baffes. Et à côté, c'est comme ça que vous allez réussir à gagner en mettant vos gros machins. Vous avez beaucoup de removal dans le deck, genre vraiment il y a beaucoup d'options pour retirer les créatures adverses, les personnages adverses, pardon. Et une fois que vous les appliquez bien, vous allez voir que le cycle se positionne très rapidement sur le fait de retirer les unités adverses pendant que vous posez les vôtres. Donc encore une fois, on a vraiment cette stratégie de fin de partie qui dit votre adversaire va utiliser des ressources, mais vous allez finir avec des plus grosses ressources sur le terrain. Le leader est très simple mais efficient, je vais en parler juste après quand j'irai plus en détail dans le leader. Mais par contre, un des défauts du deck, c'est vraiment qu'il a peu de pioches et peu de tutos, puisqu'il a une seule carte en x4 qui permet de faire tout ça. Donc vous allez être un peu à la merci de votre main de départ, donc il faudra vraiment bien viser la main de départ, et on en parlera au fur et à mesure des cartes que vous aimez avoir justement au début. Le leader, Shanks, a une ligne de stats très simple, hein. C'est 5000, 5 points de vie, c'est la base de la base. Mais son effet, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que quand votre adversaire attaque, jusqu'à un leader ou un personnage adverse perd 1000 de puissance pour tout le tour. Et ce qui est vraiment intéressant avec cet effet, c'est que du coup, c'est à peu près l'équivalent d'avoir un contre gratuit par tour. Si votre adversaire attaque une de vos unités ou votre leader avec un 5000, vous pouvez juste activer ça, et ça l'annule. Donc votre adversaire va souvent être obligé de mettre plus de dons ou d'attaquer avec des créatures plus grosses pour essayer de vous toucher. Et d'un autre côté, vous, ça vous permet de ne pas avoir à défausser des cartes de votre main pour vous défendre d'attaques comme ça. Parce que si on vous attaque à 6000, bah, tout de suite ça devient 5000, vous devez utiliser un contre 1000 au lieu d'un contre 2000 par exemple. Donc ça force l'adversaire à faire des maths très différentes. Et vous, ça vous permet d'utiliser moins de ressources pour vous défendre, ce qui vous permet d'avoir un early game justement plus passif et de positionner un plus gros late game après. La pioche, comme je vous disais, nous n'avons qu'un seul personnage de pioche slash tuto dans le deck. C'est Uta, 2000 pour 1, et elle vous permet d'aller chercher une carte de l'équipage du roux dans les 5 cartes au-dessus de votre deck et la mettre dans votre main. Donc c'est une très bonne carte à avoir au premier tour, tout simplement parce qu'elle vous permet d'aller chercher vos autres pièces de fin de partie et de cycler un peu votre deck. Le problème étant que certaines des grosses pièces de votre deck ne sont pas équipage du roux, donc il faudra vraiment réfléchir à quel point vous avez besoin de certaines cartes ou non quand vous allez la jouer. Ensuite, les contre 2000, nous en avons 12, on reviendra plus en détail sur certains d'entre eux plus tard dans la vidéo, dans leur propre catégorie, mais on a la classique Otama, qui notamment a ce double effet d'avoir un contre 2000, mais aussi de donner à un de vos adversaires moins 2000 pendant ce tour, ce qui va très bien marcher sur vos removals, puisque vos removals ont notamment un impact par rapport à la puissance d'un adversaire. On a Hongo, je le détaillerai un peu plus tard, mais c'est un peu la même chose que Otama, sauf que lui, c'est un effet à chaque tour en activation principale. Et Tony Chopper, qui a en plus l'avantage d'être un très bon bloqueur. Donc les cartes 2000 du deck sont vraiment hyper polyvalentes et ne vont pas servir que à être utilisées pour vous défendre. Et ça, c'est très 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 cool. Du coup, les bloqueurs, on a Tony Chopper. Je l'ai dit tout de suite, c'était un contre 2000. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour 4 ressources, c'est une 4000, mais pendant le tour adverse, ça devient un 6000. Donc combiné à votre effet de leader, ça veut dire que votre adversaire est obligé de mettre 7000 dans Tony Chopper pour que vous utilisiez une ressource de votre côté. Donc une carte vraiment, vraiment intéressante qui est sortie dans OP10. Donc pour le coup, assez récente en plus. Et c'est bien d'avoir un peu ces options d'early game, sachant que l'autre option que vous avez pour bloquer, c'est Lucky Roux, qui est aussi
une carte qui se joue sur 4 dons, mais qui a 5000 au lieu de 6000. La différence, c'est que déjà le Kiru fait partie de l'équipage du roux, donc vous pouvez le piocher avec Uta par exemple. Et en plus, lorsqu'il est détruit, vous pouvez mettre KO jusqu'à un personnage adverse ayant 6000 de puissance de base ou moins. Quand on dit puissance de base, c'est la puissance écrite sur la carte. Donc les Otama ou Hongo dont on parlait plus tôt qui mettent des moins X à l'adversaire, ça ne marche pas. Mais c'est aussi très bien, parce que si votre adversaire a par exemple boosté une unité, un personnage que vous voulez détruire, et lui a mis genre 8000 parce qu'il lui a mis plein de dons, si sa puissance était de 6000 ou moins, vous pouvez le détruire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est en cas de KO, donc vous pouvez même utiliser le Lukiru de façon offensive, parce que si votre adversaire n'a pas de grosses menaces, vous pouvez attaquer avec 5000 avec le Kiru. Votre adversaire sait que s'il le tue, vous avez de quoi répondre, puisque vous allez aussi mettre KO quelque chose en face. Donc c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup par sa polyvalence, et le fait qu'on peut aller le chercher justement. Ensuite, on a les cartes de setup, donc ça va être principalement des cartes qui ont équipage du roux, donc ça c'est bien, on peut aller les chercher, et des cartes de début de partie. Comme je vous le disais, en début de partie, votre but c'est vraiment de préparer le terrain pour vos grosses créatures, vos gros personnages de fin de partie. Donc on a vraiment cette synergie de, en début de partie, on va pas faire grand chose, on va se défendre, en fin de partie, on invoque des boss monsters et on met des buffs. Le premier personnage, c'est Building Snake. C'est aussi une carte que vous allez jouer sur le tour 1, comme Uta. C'est les deux seuls que vous avez qui peuvent se jouer au tour 1. Et son effet principal, c'est de placer le personnage en dessous du deck, donc lui-même, et vous mettez moins 3000 de puissance à un adversaire pour tout le tour. Ça a plusieurs applications. Une d'entre elles, c'est évidemment d'affaiblir un bloqueur ou une unité offensive de l'adversaire qui a déjà attaqué, pour vous-même utiliser des unités plus faibles pour la détruire et donc gagner sur l'échange. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, sur une unité à 5000, de lui mettre un moins 3000, et après d'attaquer avec Uta et dire à l'adversaire, bah du coup, est-ce que tu veux que ma 2000 te tue un truc, ou est-ce que tu veux claquer des cartes de ta main? Et c'est un trade qui est assez intéressant, parce que vous avez perdu une carte, mais certes, la carte que vous avez perdue, c'est une 2000, et elle est juste revenue sous le deck. Soyons honnêtes, vous ne la reverrez pas, vous n'avez pas assez de tutos et de pioches dans le deck pour cycler votre deck, mais ça peut être intéressant. Et le deuxième effet avec lequel ça va synergiser, c'est dans les cartes de gestion de terrain qu'on a plus tard, que je vous montrerai, qui sont comme le Kiru sur une puissance, mais contrairement à le Kiru, sur une puissance actuelle et non une puissance de base. Donc ça peut vous permettre aussi d'arrondir certains combos et certains removals. Hongo est un peu similaire, puisqu'il a comme effet que si votre leader est équipage du roux, Shanks le roux est équipage du roux, sans surprise ici, jusqu'à un personnage adverse perd 2000 de puissance pour tout le tour. C'est une activation principale, donc vous pouvez le jouer y compris le tour où vous le mettez en jeu. C'est un peu moins puissant que celui de Building Snake parce que c'est 2000 au lieu de 3000, mais vous pouvez le faire à chaque tour et ça peut forcer l'adversaire à utiliser des ressources sur Hongo. Après, on est vraiment dans une situation où Hongo, vous avez envie de le garder sur le terrain si vous ne l'avez pas utilisé comme contre, évidemment, pour des removals derrière et pas juste pour mettre des buffs parce que à partir du moment où vous l'inclinez, avec seulement 3000 de défense, vous allez rarement l'utiliser pour vous protéger en fait. Et enfin, un petit ajout que les gens ont mis là dans la dernière méta et que je trouve très intéressant, c'est Red Force, c'est un lieu. L'avantage des lieux, c'est qu'il y a très peu d'interactions avec, en fait. Les adversaires n'ont pas trop de possibilités de détruire les lieux. Et là, son effet, c'est vous pouvez épuiser ce lieu si votre leader est équipage du rouge, jusqu'à un personnage adverse perd 1000 de puissance pour tout le tour. C'est uniquement pendant votre tour, mais ça vous permet justement d'atteindre plus facilement ce petit moins 1000, ce petit 5000, ce petit 6000 dont vous aurez besoin pour les autres effets dont on va parler juste après. Et ça évite d'avoir à mettre quelque chose de vulnérable comme un Hongo, qu'en plus vous allez peut-être vouloir utiliser comme contre, ou un Building Snake qui va disparaître du terrain. Donc certes, l'effet est moins violent, parce que c'est seulement du moins 1000, mais c'est un effet qui est vraiment récursif, et surtout que pour 2 dons, c'est assez peu cher en fait, tout simplement. La gestion de terrain, et c'est là qu'on va prendre en compte tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc déjà, le Kiru, bon, lui, très spécial, on en a parlé, c'est sur une puissance de base de 6000 ou moins. Donc c'est puissance de base. Les effets de setup d'avant n'ont pas d'intérêt par rapport à lui. Mais pour tous les autres présents sur cette page, c'est le cas. Marco, qui vous permet de mettre KO un de vos personnages adverses qui a une puissance de 3000 ou moins. Encore une fois, 3000 ou moins, si c'est 3000 au départ, ça passe. Mais si vous mettez des moins 1000, moins 2000, moins 3000 sur l'adversaire, vous pouvez aller gérer des cartes qui sont à 6000. Donc ça devient vite très très fort et très facile de bien placer un Marco avec le setup qu'on a vu plus haut. Ça vous permet de gérer des bloqueurs, ça vous permet de gérer
des unités qui ont déjà attaqué, ça vous permet de gérer plein de choses en fait. Et en plus, il a une ligne de stats très raisonnable, hein, puisque 6000 pour 5, c'est quelque chose qu'on est content d'avoir sur le terrain. Et en plus, son effet, c'est que lorsqu'il est détruit, enfin mis KO, vous pouvez défausser un événement de votre main pour le remettre en jeu incliné. Son effet de mise en jeu ne s'active pas à nouveau, puisque l'effet de mise en jeu ne s'active que pendant votre tour, mais ça vous permet pour une carte, potentiellement un événement que vous n'allez pas utiliser, je vous montrerai les événements qu'on a dans le deck juste après, de remettre une carte à 6000 sur le terrain, gratuitement donc, avec des guillemets parce que vous n'utilisez pas de don, et ça fait aussi que votre adversaire, s'il ne connaît pas votre liste exacte, il va pas savoir si vous avez des événements en main, il va pas savoir combien, et il peut hésiter avant de mettre beaucoup de ressources dans Marco, puisque il peut se dire que potentiellement s'il le fait, ça vous fera juste perdre une carte. Ensuite, il y a Ben Beckman, qui lui est équipage du roux, donc récupérable sur Ruta, 7000 pour 7, déjà ligne de stats tout à fait respectable, placé dans sa défausse jusqu'à un personnage adverse ayant 6000 de puissance ou moins. Et là, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, c'est 6000 de puissance ou moins, pas de base. Donc si vous mettez du moins 1000, du moins 2000, du moins 3000, vous pouvez aller chercher jusqu'à du 9000. Potentiellement 10 000 si vous combinez les deux, donc déjà c'est très fort. Et c'est surtout placé dans la défausse. Placé dans la défausse, ça ignore tous les effets lorsque vous êtes mis KO. Les en cas de KO ne seront pas appliqués, vous mettez directement dans la défausse. Donc si vous êtes dans un miroir par exemple avec un Lucky Roux en face, vous pouvez jouer Ben Beckman, détruire le Lucky Roux, et ne pas prendre l'effet qui va vous éliminer une autre unité. Donc c'est très très sympa à jouer, c'est vraiment une carte qui vous permet de contourner beaucoup d'effets négatifs. Et au final, Newgate est un petit peu aussi une carte qui vous permet d'ignorer des effets négatifs, mais dans l'autre sens, et je parle des deux ensemble parce que c'est les cartes qu'on va jouer sur le même tour, et c'est souvent des cartes où on va avoir ce choix entre est-ce qu'on préfère jouer Beckman ou est-ce qu'on préfère jouer Newgate. Donc Newgate a un peu des meilleurs stats puisqu'il est à 8000, mais il n'a pas de contre, ce qui peut aussi être une raison de jouer Newgate plutôt que Beckman potentiellement si vous préférez garder les contres pour être défensif. Déjà, Newgate va donner jusqu'à une carte de don épuisée à un leader ou à un de vos personnages, donc ça vous permet de passer votre chance à 6000 ou d'améliorer l'offense d'un autre de vos personnages, donc relativement intéressant, on va pas se mentir. Et surtout, son activation principale, c'est de l'épuiser et de mettre KO jusqu'à un personnage adverse ayant 5000 de puissance ou moins. Mais ça met KO, donc cette fois on va pas contourner les effets en cas de KO. Mais par contre, c'est une activation principale. Donc si vous jouez par exemple contre Barbe Noire qui va ignorer vos effets une fois joués, bah, Newgate vous permettra de retirer des unités parce que lui c'est de l'activation principale. Et en plus, c'est un effet récursif. Vous pouvez le faire à chaque tour, même si souvent vous préférerez attaquer avec du 8000, mais si vous savez que l'adversaire a un bloqueur et que de toute façon le 8000 ne passera pas, peut-être que c'est plus intéressant de le détruire directement avec cet effet. Et au pire du pire, ça fait quand même... Vous le jouez, vous mettez KO un truc le tour où il arrive en jeu, tour d'après vous attaquez à 8000. Donc c'est une très bonne carte, et vraiment choisir entre Ben Beckman et Newgate va dépendre des critères dont je parlais. Donc est-ce que vous avez besoin de contre en main? Est-ce que vous avez besoin de tourner autour de l'effet de KO? Est-ce que le personnage que vous voulez tuer, mettre KO, est un personnage ayant 5000 ou 6000 de puissance? Il y a tous ces critères-là à prendre en compte. Donc ce sont des très bonnes cartes dans tous les cas, on est content de les voir. Je sais que Newgate, en plus, il est facile à avoir, parce qu'il est dans les starters, le starter Newgate, donc c'est une carte facile à récupérer, très cool, et c'est un très bon ajout au deck, je trouve. Ensuite, on a les Boss Monsters. Alors, les deux premiers, en plus, vont presque dans la catégorie d'avant, mais je voulais les séparer, parce que ce sont des cartes vraiment trop importantes dans le deck. Déjà, Silver's Rayleigh. C'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de jouer des cartes anglaises dans le deck, parce que cette carte augmente la puissance du deck juste en existant. Il a le défaut de ne pas être équipage du roux, mais c'est pas grave, on le met en x4, c'est une 8000 pour 8. Lorsqu'il est joué, vous choisissez deux de vos personnages adverses. Il y en a un à qui vous mettez 3000 et un à qui vous mettez 2000. Ensuite, vous pouvez mettre KO un personnage adverse qui a 3000 de puissance ou moins, qui peut être dans les deux que vous avez affaiblis ou non. Et c'est là qu'on commence à voir toutes les synergies du deck dont je pouvais parler. Quand je disais tout à l'heure que vous alliez garder votre setup de Hongo ou de Snake pour les gros finishers, ça va être pour ça. Parce que, par exemple, votre adversaire va avoir une unité à 10 000 de puissance. Vous lui mettez moins 3000 avec Snake, elle passe à 7000. Vous lui mettez moins 1000 avec votre Red Force, elle passe à 6000. Vous jouez Silver, vous lui mettez moins 3000, vous pouvez la mettre KO.
Ça fait beaucoup de combinaisons à la suite, mais ça vous permet de gérer beaucoup de choses d'un coup. Et sachant qu'il y a aussi un moins 2000 à l'autre personnage, qui peut se combiner par exemple avec le Newgate qu'on a vu juste avant, ou simplement juste affaiblir une unité suffisamment pour que vous puissiez aller la chercher avec vos personnages plus offensifs. Sachant que la subtilité de Silvers, et je le dis séparément de tout le reste, parce que là je parlais vraiment juste de l'aspect removal, mais la subtilité de Silvers, c'est que les moins 3000 et le moins 2000 restent jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc vous vous retrouvez avec un adversaire qui va avoir moins 3000 et qui va devoir utiliser beaucoup de dons pour booster son personnage et être menaçant à nouveau, alors que vous avez juste joué une carte qui, en plus, est une grosse menace sur les points de vie adverses, parce que 8000, c'est hyper fort. Ensuite, on a le Shanks 12000, donc pour 10, c'est la ligne de stats des 2 Shanks que vous avez dans le deck. Celui-là, tout simplement, lorsque vous le jouez, il va mettre KO un des personnages adverses qui a 10 000 de puissance ou moins. C'est aussi de la puissance actuelle, donc ça vous permet de combiner avec les effets qui font moins 1000, moins 2000, etc. Et c'est juste un bon removal pour finir des grosses créatures menaçantes que votre adversaire va laisser de côté et avec lesquelles ils vont pas attaquer par exemple, ou simplement vous le jouez pour tuer un truc. C'est simple, et ça vous laisse une 12 000 sur le terrain. Et ensuite, on a une de mes cartes préférées de tout le deck, Shanks, un autre Shanks, donc 12 000 pour 10. Tous les personnages adverses perdent 1000 de puissance, et la carte a l'initiative, et donc peut attaquer pendant le tour où elle est jouée. Et tous les personnages adverses perdent 1000 de puissance, c'est un effet constant. Tant que ce Shanks est sur le terrain, tous vos adversaires ont moins 1000 de puissance, à part les leaders. Et c'est hyper fort. C'est juste hyper fort, parce que quand vous combinez ça aux autres effets que vous avez qui mettaient moins 1000, ou juste à votre effet de leader, vous vous retrouvez à avoir des adversaires qui vont devoir utiliser tellement de ressources pour vous mettre des dégâts. Un personnage adverse qui veut attaquer votre leader, on va dire un personnage adverse qui normalement est à 5000, entre votre effet leader et ce Shanks, est à 3000. Donc il va falloir que, pour vous utilisiez une seule carte, faut que votre adversaire mette déjà 2 dons sur lui. Et en plus, le Shanks ayant initiative, il va aller pouvoir gérer beaucoup de choses, ou les points de vie adverses en arrivant. Sachant que c'est cumulatif, si vous arrivez à en jouer 2 à la suite, ça fait moins 2000 à tous les adversaires, si j'arrive à en jouer 3, c'est moins 3000. Souvent, quand ce Shanks-là va toucher le terrain, votre adversaire va avoir beaucoup de mal, et c'est le moment où ils peuvent abandonner. Je ne vais pas dire qu'ils le font à chaque fois, mais c'est un peu le moment où les adversaires savent qu'ils sont dans une situation complexe. Donc si vous arrivez avec une main de départ où vous avez soit Silver, soit Shanks, et au final pas forcément beaucoup d'early game, c'est pas grave, gardez cette main de départ, parce que ce sont des cartes qui vous permettent de gagner les parties. Et que vous avez plus de mal à tuto, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tuto et de pioche. J'avais dit que je reparlerais du mulligan et de la main de départ, je le fais maintenant. Ce qui vous intéresse dans votre main de départ, c'est d'avoir vos gros boss monsters, donc un des personnages que vous avez ici, sur cette page. À part peut-être le dernier, parce que le dernier, qui est Goldie Roger, c'est plus une tech card un peu sympa. Vous pouvez le remplacer soit par un Shanks initiative 12 000, soit le Shanks qui retire une unité adverse. C'est un peu interchangeable. C'est un 13 000 pour 10, initiative, et si votre adversaire active bloqueur, si vous ou votre adversaire avez 0 point de vie, vous gagnez la partie. En fait, c'est juste une carte échec et mat. Si vous avez réussi à affaiblir votre adversaire, mais qu'il a beaucoup de bloqueurs, et que tout d'un coup, vous savez que si vous attaquez avec un 13 000, l'adversaire va perdre, cette carte-là vous permet de vous assurer de ça. Sachant que ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Si vous êtes à 0 point de vie et que vous avez plusieurs menaces sur le terrain, et que vous savez que votre adversaire est obligé d'en bloquer pour survivre, par exemple vous avez déjà un Shanks, vous avez un Goldie Roger, il a 2 points de vie, normalement il en aurait bloqué un des deux, là en fait il va perdre. Donc c'est une excellente carte, vraiment pour le fun on va dire. Ça peut servir dans une méta où il y a beaucoup de bloqueurs et si vous jouez contre beaucoup de decks qui ont bloqueurs. Mais c'est pas une carte qui est obligatoire dans le deck, c'est juste que moi je l'aime bien et franchement on a une petite classe quand on arrive à finir la partie avec. Ensuite les événements, on n'en a pas beaucoup dans le deck, donc c'est pour ça que Marco, comme je vous disais, ça peut être intéressant, mais on ne va pas forcément les utiliser comme ça en tout cas. Le premier, assez classique, Bad Manners Kick Course, qui existe depuis OP4, donc ça fait longtemps qu'il est dans le jeu.
C'est un counter qui, lorsque vous pouvez défausser une carte de votre main, et ça donne 3000, plus 3000 de puissance à un de vos personnages, donc c'est une bonne carte défensive qui vous permet de virer les cartes qui n'ont pas de contre dans le deck, et il y en a beaucoup. Ou tout simplement, son trigger, c'est de donner moins 3000 de puissance à votre adversaire, à un des personnages adverses ou leaders adverses, donc ça vous permet aussi de temporiser un peu. Et l'autre carte, qui par contre elle vient de OP10, c'est une carte que j'aime pour sa polyvalence, c'est Divine Departure, qui a 2 effets. Son effet pour 1, c'est de donner plus 3000 de puissance à votre leader pendant ce combat. Ou pour 6, vous pouvez choisir un personnage adverse et le mettre KO. Mais ça, c'est uniquement pendant votre phase principale. Et c'est un personnage qui a 8000 de puissance ou moins. Donc, encore une fois, ça synergise très bien avec les moins 1000, les moins 2000, les moins 3000 que vous mettez, Silver's Riley et autres. Donc voilà, c'est juste des cartes polyvalentes qui sont très sympas. Elles sont surtout utilisées en défensif, mais l'effet de removal peut être intéressant face à certains decks. Donc voilà, je vous mets la liste complète. On a revu toutes les cartes une par une pendant l'analyse. Donc j'espère simplement que le deck va vous plaire. Moi, c'est un peu mon délire. J'aime bien ces decks un peu défensifs où on force l'adversaire à dire « Allez, viens, utilise tes ressources, et BAM !» On met une grosse unité à la fin. Moi, j'adore ce genre de façon de jouer. C'était déjà un peu la façon de jouer de Barbe Blanche dans les vieux sets, et quand je dis vieux, je parle de OP 5-6. Et c'est intéressant de voir que justement, le rouge a retrouvé cette identité très défensive. Donc, moi j'aime bien, je vous conseille de le jouer, encore une fois, de le tester. Le deck est pas très cher, à part Silver's Riley, qui est la carte la plus chère du deck. Donc, testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez changer la liste, parce que c'est aussi quelque chose qui est intéressant avec ce deck, c'est qu'il y a pas mal d'options de modification. Si vous voulez rajouter le Shanks qui retire, si vous voulez changer certains des événements, par exemple, remplacer Bad Manners Kick Course par les Firehawk, ou des choses comme ça. Il y a des options. Le deck est hyper facile à adapter par rapport à sa méta. Donc vraiment, testez-le, adaptez-le à votre sauce. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, merci à tout le monde d'être là. Et à la prochaine. Ciao, ciao.